Bienvenue au webinaire national en prévention du suicide 2020, une série de webinaires gratuits présentés par l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Association canadienne pour la prévention du suicide et le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie à l'Université du Québec à Montréal. À l'origine, devrait avoir lieu à ces dates le Congrès national en prévention du suicide, Ensemble pour la vie, à l'Université du Québec à Montréal. En raison de la COVID-19, cet événement a été remis au 27, 28 et 29 octobre 2021 à Montréal, avec des activités pré-congrès le 26 octobre 2021. Inscrivez ces dates à votre agenda et visitez les sites de l'AQPS, la CPS et du CRIS pour plus d'informations à propos de cet événement d'envergure nationale. Je suis Brian Michara, directeur du CRIS et président des comités organisateurs et scientifiques du Congrès national en prévention du suicide 2021. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Brian Greenfield de l'hôpital Montréal pour enfants à l'université McGill, qui va parler aujourd'hui de est-ce que les troubles de la personnalité limite est un diagnostic valable, une étude prospective de 286 adolescents qui ont été suicidaires. Il va présenter durant une quarantaine de minutes et répondre ensuite à vos questions pendant environ 20 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les poser en utilisant le Q&A qui est un petit onglet en bas de l'écran. Vous pouvez dactylographier vos questions. Le présentateur, Brian, ne verra pas vos questions directement pour lui permettre de se concentrer sur sa présentation. Par contre, moi, je lirai toutes les questions qui seront posées. À la fin, je choisirai quelques questions que je poserai au présentateur pour qu'il puisse y répondre. La durée totale de la présentation, la période de questions est d'1 heure. Et puisqu'on a commencé avec l'introduction 5 minutes en retard, on peut terminer 5 minutes après la fin de l'heure prévue. Toutes les présentations sont enregistrées. Elles seront accessibles sans frais pour visionnement différé quelques semaines après l'événement sur les sites web du CRIS, de l'Association québécoise de prévention du suicide et le site web de l'Association canadienne pour la prévention du suicide. J'invite maintenant les présentateurs à débuter le webinaire. Merci, Brian. C'est mon plaisir de vous présenter cet après-midi sur un désordre dont je pense régulièrement et je soigne régulièrement, qui s'appelle l'état limite chez les adolescentes. Et c'est une étude suivie, 4 ans suivis de 286 adolescents qui étaient suicidaires. J'aimerais remercier, thank you, ma'am, la Fondation de la famille Hogg et la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. J'ai commencé l'étude originalement avec Lily Heckman dans les années 97 jusqu'à 99-2000. Et puis par la suite, j'ai parlé avec Ashley Wazana pour ses forces
avec Alexia Jolicoeur, Martineau et Maria Brown, de faire des analyses de plusieurs points à la fois. Je vais vous présenter 2 points aujourd'hui et ça va être plus clair d'ici très peu. Les autres présentateurs, les autres auteurs d'un article qu'on va soumettre le 3 novembre pour le journal Médecine préventive sont de Bonnie Harnden, qui travaillait avec moi sur l'équipe quand j'étais à l'urgence il y a 15 ans. Shamila Hamadi et Tania Viviani, un membre de la crise, qui sont des coordinateurs de recherche avec moi. Brian Tran, Tanya Sassoon et Levan Boudaguin, qui étaient mes étudiants qui ont travaillé sur ces données avec moi. Juste comme un peu l'arrière-scène, comme vous savez probablement, le suicide fait la deuxième cause de décès pour les jeunes âgés de 10 à 24 ans aux États-Unis. Et la rate de décès, c'est 9,75 par 100 000 habitants âgés de 15 à 19 ans. Et pour la totalité, c'est une petite ville par année qui se suicide. Durant la période de 2007 à 2015 aux États-Unis, les admissions à l'urgence aux hôpitaux aux États-Unis a doublé durant cette période-là pour les enfants suicidaires. Et moi, d'après moi, c'était un bon signe parce que j'ai pensé que c'était une manifestation du fait que les écoles ont bien identifié les jeunes en risque et ils l'ont référé aux hôpitaux. Pour moi, c'était une perspective optimiste. Une perspective un peu plus pessimiste était que le vrai taux de suicide dans cet âge a augmenté. Et enfin, Dr. Mishara, qui vient de me présenter, il a fait une étude dans le même journal JAMA, subséquemment, pour montrer que, enfin, durant cette période-là, pour les jeunes, le taux de suicide a monté. Comme on sait, l'idéation suicidaire SI, pour la période de petite enfance, c'est un prédicteur d'idéation suicidaire pour un âge plus vers 11-12 ans. Et pour les adultes, ça peut prévoir des idéations et des tentatives suicidaires plus longues. On sait aussi que 46% de ceux qui sont décédés à cause de suicide dans l'âge de 10 à 17 ans sont diagnostiqués avec un problème de santé mentale, dont 30% étaient soignés. Donc, il y a encore une autre 70% qui ne sont pas soignés. État limite spécifiquement, 10% suicide par l'âge de 30 ans. Donc, ça nous met dans une perspective, un contexte plus grand. C'est un désordre cible pour attaquer, pour donner nos ressources, pour minimiser le taux de suicide. Ça comprend 1 à 6% de la population, donc pas mal vaste. Adversité, ça fait partie de leurs expériences. Joel Paris, il en a parlé il y a 30 ans, peut-être 40 ans, où il a dit qu'il y a une prépondérance de violence sexuelle dans cette population. État limite, ça fait un grand pourcentage des patients qui sont hospitalisés pour des raisons psychiatriques et pas juste hospitalisés, un grand pourcentage du monde des patients en psychiatrie en général. Les traitements sont pas mal bons,
la thérapie Dialectic Behavior Therapy. Je vois les résultats de ça à l'urgence, du monde qui se présente encore suicidaire, mais qui ont appris énormément dans le Dialectic Behavior Therapy. Et comme vous savez, on peut avoir des traitements pharmacologiques pour les anxiétés, les dépressions, même les épisodes psychotiques. Maintenant, la grande question, la base de la présentation, est-ce que l'état limite, c'est un désordre homogène ou est-ce que c'est une agglomération de désordres différents? Bon, je commence avec nos études antérieures. J'ai été recruté à l'urgence par Dr. Gabby Weiss en 87, c'est dans l'autre siècle, et elle m'a dit qu'elle voulait que je soigne les enfants qui étaient admis à l'urgence avec suicidalité pour être certaine par la suite, après leur congé de l'urgence, qu'ils vont avoir un soin approprié. Et on a examiné le taux de l'hospitalisation avant et après mon équipe. Et le taux d'hospitalisation a diminué d'une façon significative statistiquement, de 21% à 16% environ. Et c'était assez impressionnant, mais puis par la suite, j'ai dit à Lily Heckman, qui était mon co-auteur et mon mentor en recherche, et on s'est dit, bon, les enfants qui ne sont pas hospitalisés, qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont encore vivants? Donc, on a fait une étude où on a randomisé les enfants qui se présentaient à l'urgence, soit à une équipe qui avait accès à une approche rapide en externe ou une approche qui n'avait pas accès à cette équipe rapide en externe. Et on a comparé le taux d'hospitalisation et l'état social, psychiatrique par la suite, 6 ans plus tard. Et on a constaté qu'il n'y avait aucune différence par rapport à leur fonctionnement ni leur suicidalité à 6 mois. Donc, moi, j'ai décidé de poursuivre la suivi de cette population jusqu'à 4 ans. Et j'ai parlé extensivement avec Jean-Marc Guillet à ce moment-là. Et Jean-Marc vient juste de créer une échelle de l'état limite. C'était l'évaluation Diagnostic Interview of Borderlands qu'il a abrégé avec Jean-Jacques Breton. Et je pense que Réal Labelle était impliqué à ce moment-là aussi. On a validé la version abrégée et on a regardé les données. Et 4 ans plus tard, on a montré que état limite avait des corrélés il y avait une corrélation entre état limite et d'autres facteurs de risque au recrutement, des prédicteurs de son état plus tard et stabilité. Et je vais mettre en phase sur les corrélates. C'est un bas fonctionnement. Donc, état limite versus non-état limite, un bas fonctionnement, beaucoup de stress, désordre de conduite, des drogues, des conflits familiaux. Ce que vous voyez, vous connaissez aussi état limite comme moi, ça correspond bien au profil. Quels étaient les prédicteurs? Un âge plus avancé que 14 ans et un fonctionnement qui est bas au recrutement. Et qu'est-ce qu'on a pensé par rapport à 14 ans? Ils se sont présentés après l'âge de 14 ans, donc il y avait beaucoup de temps de consolider des mécanismes de défense qui étaient primitifs et néfastes, plus difficile à faire évaporer les défenses, les mécanismes de défense, alors plus à risque d'avoir état limite plus tard. Stabilité au-dessus de 80%.
frappant. Le suicide a descendu, a presque évaporé après 2 mois. Donc, on les a vus au recrutement 2 mois plus tard. La plupart de nos enfants, nos adolescents ont perdu leur suicidalité 2 mois plus tard. Ceux qui demeuraient suicidaires, juste 8%, 100% de eux avaient des critères de bipolarité. Bon, je viens de montrer qu'on avait des prédicteurs correlates stabilité. Mais d'après Robbins et Guse, on a besoin aussi de montrer l'impact sur les autres désordres. Donc, pour moi, c'était évident qu'ils ont un impact. Si on fait le randonnée dans le bois et on porte un backpack de 40 livres, on monte, descend les montagnes, si on ajoute chaque livre de poids, c'est encore plus difficile de monter, de faire le randonnée. Et pour moi, c'était l'analogie pour État limite. Un peu de background. Donc, Kernberg, l'année 75, il a parlé des mécanismes de défense primitifs. Tout le monde, vous et moi compris, on avait des mécanismes de défense primitifs jeunes. Très primitif, c'est la négation-projection. C'est chez les psychotiques. Négation, je vais sortir aujourd'hui, il fait frais, en maillot de bain. Vous allez me dire, Brian, ça ne fait pas bon sens. Rentrer, porter un manteau, il fait frais, c'est presque l'hiver. Bon, ça c'est la négation, projection. Je vais dire, mon affect, mes conflits, mes pensées ne m'appartiennent pas, c'est à vous. Et vous allez me dire, Brian, c'est à toi. Vous n'allez pas me croire parce que je n'ai aucune crédibilité. Je suis un petit enfant ou quelqu'un de schizophrène. Les plus matures défenses comme sens de l'humour, altruisme, on approprie ça, on apprend ça avec le temps. Entre les mécanismes de défense très sophistiqués, très primitifs, il y a une zone état limite. Idéalisation, vous êtes toutes bonnes. D'évaluation, vous êtes toutes mauvaises. Et clivage, ceux à gauche sont bonnes, ceux à gauche, à droite sont mauvaises. Et identification projective, j'essaie de projeter mes pensées et valeurs que je ne veux pas retenir parce que ça va nuire mon estime de moi-même. Je vais essayer de le projeter sur vous et vous identifier avec ce que je projette parce que je suis crédible maintenant. Je ne suis pas encore névrotique, mais plus crédible que psychotique. Ce sont les mécanismes de défense. Et dans un traitement, on essaie d'échanger les primitives défenses pour les défenses plus sophistiquées. On essaie de le faire aussi avec un développement, avec des parents sains dans un environnement sain. Gunderson et Singer, ils ont dit, état limite, ce sont les affects intenses, des périodes de psychose, impulsivité, on va regarder plus tard, des pensées un peu lâches dans des situations non structurées où il n'y a pas de cohérence dans les pensées et une alternance entre les relations superficielles et une dépendance intense. Masterson, il a parlé beaucoup de l'abandon et une dépression associée avec un abandon ou une crainte de l'abandon. Et rappelez-vous que Joel Paris, il a parlé de l'adversité comme un abus sexuel dans ces familles-là. Et dans ce contexte où on ne peut pas le dire à maman ou à papa que ça se passe, on a peur de perdre l'autre. Donc, c'est un sabotage d'une période, Margaret Mahler, de séparation, individuation. On peut en parler une autre fois. DSM, ça devient plus intéressant maintenant. 4 critères
interpersonnel, impulsif, affect, cognition. Interpersonnel, c'était contradit il y a 10-15 ans où on s'est dit tous les désordres de personnalité, pas juste état limite, ont des problèmes interpersonnels, ce n'est plus un critère. Impulsivité, j'essaie de vous montrer aujourd'hui que peut-être on devrait le laisser à côté aussi. Affect et cognition, si on a le temps, on va en parler, mais mon focus, c'est sur l'impulsivité. Linehan, en 93, elle a parlé du lack of attunement entre l'enfant et les parents. Je suis complètement d'accord maintenant. Vous allez voir pourquoi. J'étais co-auteur avec Eric Liss en 2007, qui est psychiatre maintenant à Montréal, et il a parlé des irrégularités du système limbique, qui est le dinosaure chez tout le monde dans le cerveau, et frontal, où se trouvent les fonctions exécutives. Et si on est très, très fâché chez certaines personnes, état limite, le système limbique ne peut pas contrôler les pulsions fortes du système limbique et ils sont en risque. Aussi, on sait que le système limbique chez les états limites sont un peu plus petits, mais hyper fonctionnels. Gustavo Turecki, en 1999, il a montré que les cerveaux des personnes qui sont mortes sont différents que les personnes qui sont mortes suicidaires et morts, différents que les personnes mortes pas suicidaires. C'est au niveau des récepteurs sérotonergiques et il écrit plus récemment sur l'irritabilité, un concept qui va être précieuse pour nous aujourd'hui. Un peu du background encore. On connaît bien le concept du AS, Adverse Childhood Experiences. C'était mes collègues au CLSC de Verdun qui m'ont éduqué par rapport à adversité il y a 2 ans à peu près, et ça, c'est devenu très important, critique pour moi maintenant, et que les survivants des adversités, Adverse Child Experiences, AS, souffrent de ce qu'on appelle maintenant Complex Post-Traumatic Stress Disorder. On va en parler encore. D'après le World Health Organization 2018, PTSD s'est manifesté par une expérience de l'événement traumatique comme si c'était hier. Ce monde-là, qui ont vécu des adversités, essaient d'éviter les expériences, des situations qui résonnent avec le traumatisme et ils ont une perception des menaces actuelles. Et qu'est-ce que ça veut dire complexe post-traumatic stress disorder? On ajoute les critères de diapositive antérieure à 4 autres critères. Les problèmes interpersonnels, ça me fait penser à état limite. Negative self-concept, comme vous savez, chez les états limites, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Des sensibilités interpersonnelles, ça se peut que ça résonne avec une impulsivité, irritabilité et une dysrégulation affective, encore impulsivité, irritabilité. Donc, je pense actuellement à une confluence entre état limite et CPTSD. Quelqu'un a fait une étude qui a montré que ceux avec état limite, ils ont des critères comme montré ici au diapositive, tu sais, comme chez les CPTSD, mais un peu plus. Mais pour moi, c'est difficile de constater ça parce que pour moi, si vous avez adversité dans l'arrière-scène d'état limite, vous avez adversité dans l'arrière-scène de CPTSD, comment distinguer entre les deux et comment constater qu'une
a plus de critères que l'autre. État limite, 50% sont suicidaires. CPTSD, seulement 14%, je ne le crois pas du tout. Et PTSD, 17% sont suicidaires, je ne le crois pas. On va prendre une petite parenthèse, on va regarder impulsivité. Pour moi, c'est irritabilité. Dans les années 2000, comme 2000 à 2005, Gabriel Carlson, elle a parlé davantage de bipolarité. Elle a dit, l'irritabilité que vous voyez chez les jeunes dans vos pratiques pédopsychiatriques, c'est une forme fruste de bipolarité. Et le taux de diagnostic de bipolarité, ça a éclaté plus par 500%. Puis Eric Liss, dont j'ai parlé auparavant, il a suggéré dans l'article de parler des endophénotypes d'irritabilité, que l'état limite, irritabilité, ils ont une génétique pour les problèmes des récepteurs sérotoninergiques qui font en sorte de l'irritabilité qui se présente dans un phénotype, notre comportement, quand un patient pète une coche, comme on dit, comme idiome. 2010, NIMH, ils ont créé Research Domain Criteria. Oh, je vais avancer vite. Research Domain Criteria de l'irritabilité, qui résonne beaucoup avec la suggestion de Eric Liss. Liebenloft, il a parlé en 2011, elle a dit que ce n'est pas une bipolarité, et si on parle des endophénotypes, on va l'appeler Severe Mood Disorder, SMD. Axelson, en 2013, il a parlé du Disruptive Mood Dysregulation Disorder, DMDD. Et entre SMD et DMDD, c'est comme une différence d'un épisode d'irritabilité par semaine. Une DMDD, c'est plus que 3 par semaine. Les différences de critères ne sont pas frappants, ne sont pas convaincants, mais j'aime bien le fait qu'on parle de l'irritabilité. Nos hypothèses. Donc, on a notre suivi de presque 300 adolescents suicidaires 4 ans plus tard. Moi, j'ai dit, ils portent un backpack qui est trop lourd et ça va créer des problèmes d'articulation de muscles, ça va créer des problèmes de désordre de conduite, dépression, suicide et fonctionnement. J'étais certaine. On voit une bifurcation du monde qui sont état limite en phase adulte, où les femmes deviennent état limite et les hommes deviennent désordre de conduite sociopathe. Je n'en suis pas convaincu, on va voir. Moi, j'ai pensé qu'un traitement, ça va faire du bien pour les états limites et que si on est état limite pris dans le système de protection de la jeunesse, probablement état limite, ça va persister, ça va demeurer. État limite, c'est stable, donc on va le voir si on est là au recrutement. 4 ans plus tard, on va le voir encore. Et si on a dépassé 14 ans à la première présentation à l'urgence, ça va prévoir un état limite 4 ans plus tard. Étant donné que c'est un peu avancé, je pense que j'ai juste 10 minutes, ou peut-être un peu plus. OK. Donc, les procédures, on les a rencontrés à l'urgence suicidaire. On les a invités pour entrer dans une étude et on les a administré des mesures de stress, la famille, dépression, sociopathe, suicidalité, fonctionnement,
et sociodémographique, état limite. C'était des mesures et on les a mesurées au recrutement 2 mois, 6 mois, 4 ans plus tard. Donc, je parle maintenant, c'est juste recrutement et 4 ans plus tard. L'échantillon, le sample était les 286 patients et leurs parents. Et au moment de recrutement, on les a randomisés à soit une approche rapide externe versus hospitalisation. Et moi, je vous montre le table juste pour examiner votre acuité visuelle. Non. Je ne veux pas que vous voyez tous les petits chiffres parce que ça ne sert à rien pour l'instant. La première rangée, c'était des variables. Deuxième, c'est en gris. Le premier en gris à gauche, c'est non état limite. Deuxième gris dans le centre, c'est état limite. Et statistique, troisième colonne, gris à droite. Par une étude univariée, ce qu'on voit qui est significatif entre les deux groupes, état limite, non. État limite, plus de drogue, plus de protection de la jeunesse impliquée, plus de problèmes dans la famille, plus de stress dans la vie, plus de sociopathie, plus de dépression, suicidalité, moins de fonctionnement. Ça, c'est mon état limite que je connais depuis 35 ans. Je l'adore. C'est beau, c'est net, c'est pro. Mais par contre, si on met tous ces variables à la fois dans une régression multivariée, état limite n'a aucun impact sur suicide, aucun impact sur fonctionnement, aucun impact sur dépression, aucun impact sur désordre de conduite. Ça n'a aucun impact. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a état limite, on a un patient qui ne ressemble pas les enfants qui n'ont pas état limite. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dans les résultats, ça c'est résultat numéro 1. Hypothèse numéro 2, est-ce qu'il y a sex-based bifurcation? Il n'y en avait pas. On va regarder prochainement qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y avait aucune réponse différentielle, soit expérience rapide à l'externe, soit hospitalisation. Donc, auparavant, on a regardé tous les enfants suicidaires, aucune différence. Maintenant, on regarde plus spécifiquement les états limites, aucune différence. Quand ils se présentent à l'urgence, soit comme groupe, soit soignés à l'externe, soit soignés à l'hôpital, aucune différence. Protection de la jeunesse, ça n'a pas augmenté le fonctionnement de ce groupe d'état limite, mais par contre, ça n'a pas permis une détérioration parmi l'état limite. Et moi, je vais le souligner. Ça veut dire que protection de la jeunesse, ça fait quelque chose pour cette population-là. Ça empêche une détérioration. C'est très stable, état limite de recrutement à 4 ans plus tard, dépassé 80%. Et les prédicteurs, ce que je veux souligner ici, un prédicteur d'état limite, ce n'est pas suicidalité. Est-ce que ça veut dire que suicide est déconnecté de l'état limite? C'était presque synonyme dans ma tête. Drew Weston m'a dit, non, Brian, il y a 15 ans, il m'a dit, Brian, ce n'est pas un proxy l'un pour l'autre. Effectivement, il avait toute raison. Il faut que je pense autrement maintenant quand je les vois. Cette diapositive, c'est pour souligner troisième colonne de gauche et quatrième colonne de gauche. Ce sont les prédicteurs des variables de détresse, dernière colonne à droite. C'est bas fonctionnement
qui gagne pour beaucoup. Bas fonctionnement, ça peut prédire suicide plus tard, dépression plus tard et bas fonctionnement plus tard. Bas fonctionnement au recrutement, sociopathie plus tard. Bas fonctionnement au recrutement, état limite plus tard. Donc, ça nous guide à penser à un mauvais fonctionnement. 4 colonnes de la gauche, c'est protection de la jeunesse, pas état limite, qui donne suicide plus tard, dépression plus tard, bas fonctionnement plus tard, et une dépression qui persiste. Je l'avais à regroupement et à 4 ans plus tard. Donc, adversité, bas fonctionnement et protection de la jeunesse est très important ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Quelle est la conclusion? Il y a encore stabilité chez l'état limite, mais pas d'impact sur les autres désordres. Est-ce que c'est un désordre? Est-ce que c'est un symptôme qui est poussé par l'adversité ou est-ce que c'est un désordre qui cause l'adversité, mais ça n'a pas empiré les autres variables de détresse auparavant? Donc, je suis porté à ne pas l'appeler un désordre, à l'appeler soit un symptôme ou traite. Il n'y avait aucune différenciation entre état limite, oui ou non, sur l'analyse multivariée. Et c'était protection de la jeunesse et bas fonctionnement qui ont prévu suicide, bas fonctionnement et dépression plus tard. Adversité. Bon, je vais continuer plus vite. Il n'y a pas de bifurcation à l'âge de l'adolescence. Moi, je pense que ça suggère chez les adultes qu'on n'a pas une mesure assez sensible pour identifier les états limites chez les hommes plus tard. Je pense que si Jean-Marc Guillet, Jean-Jacques Breton et Réal Labelle peuvent changer l'échelle pour être un peu plus sensible aux hommes, on va voir une différence. Qu'on a une confusion trop facile entre irritabilité et état limite. Je ne pense pas que l'impulsivité, ça devrait continuer à faire partie de l'état limite. Je pense que ça devrait faire partie du TDAH-I. Déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, impulsivité. Je pense que c'est une échelle. Très peu de l'irritabilité, ils vont interrompre une conversation. Beaucoup, ils vont assommer quelqu'un. Des mécanismes donc, si on enlève l'irritabilité du diagnostic du DSM, les femmes qui sont diagnostiquées TDAH-I vont enlever, ça va diminuer le taux de féminin chez la bifurcation. Donc, les femmes vont diminuer. Et si on crée des mesures plus appropriées pour les hommes, ça va monter et on ne va plus voir une bifurcation, d'après moi. L'autre chose, c'est qu'au niveau théorique, tout le monde sont état limite très jeunes. Et avec le temps, nos parents, dans une atmosphère saine, ils vont nous aider à mieux comprendre interpersonnel, avoir des mécanismes de défense plus saines et vont nous guider de perdre nos inclinations sur les défenses primitives, clivage, d'évaluation, idéalisation, projection identificative. Il n'y avait pas de réponse, et il n'y avait pas de différence parmi les états limites pour un traitement soit à l'externe rapide, soit hospitalisation. Protection de la jeunesse n'a pas nécessairement créé une guérison pour l'état limite, mais ça n'a pas permis non plus pour les enfants dans le système de détériorer. Je pense que c'est très important. Et c'est protection de la jeunesse qui donne une dépression, suicidalité et bas fonctionnement plus tard. Mais je ne pense pas que c'est protection de la jeunesse. Je pense que c'est l'adversité qui attire protection de la jeunesse. Adversité, c'est le méchant. Donc, qu'est-ce que c'est état limite? Ce n'est pas
déficit d'attention avec hyperactivité et ou impulsivité, irritabilité. Si on voit dans vos bureaux et moi l'urgence, si on voit quelqu'un qui souffre avec une matière à l'école, parlons par rapport aux troubles d'apprentissage. Et il y a une grande cohésion corrélation entre troubles d'apprentissage, déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, impulsivité, irritabilité, tic. Bon, alors, parlez, une fois qu'ils ont un problème avec une matière, pensez aux problèmes externalisants, les désordres que j'ai parlé auparavant. Ou s'il y a une chicane fréquemment, juste une fois, maman et l'enfant se sont chicanés, policiers, protection de la jeunesse. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Ça reflète un profil de chicane entre maman ou papa enfant depuis des années. Et pensez aux troubles d'apprentissage, oppositionnalité, problèmes de concentration, activité haut, impulsivité, des crises de colère et des tics. Et la beauté de ça, c'est que vous n'allez pas mettre le diagnostic faux de l'état limite sur ces personnes-là, soit adolescents, mâles ou femelles. Et en plus d'un bon diagnostic, irritabilité, c'est soigné. On a gestion de colère et on a aussi pharmacologie qui est très bon pour l'irritabilité. Alors, ce n'est pas l'impulsivité, irritabilité, mais d'après moi maintenant, c'est l'adversité qui amène des frontières qui sont floues, mais on va en parler, des mécanismes de défense qui sont immatures et état limite, complex post-traumatic stress disorder. Qu'est-ce que c'est état limite? Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en a plus besoin de l'état limite. Je vais juste voir, OK, ce sont les références. Si on enlève irritabilité et on reappropriate to TDAH avec irritabilité, et si on a enlevé des problèmes interpersonnels comme trop général, on demeure avec des mécanismes de défense primitifs et on demeure avec un jeune né dans un contexte d'adversité où les frontières ne sont pas claires. Normalement, je dépends de maman, papa pour sécuriser mon environnement, mais quand il y a une adversité, les frontières sont floues et des fois, maman, papa sont en bas d'une échelle de l'autorité de l'enfant, comme un renversement de rôle, et il ne voit pas clair qu'est-ce qu'il devrait avoir comme une jeune personne. Est-ce qu'il devrait attendre une sécurité, quelqu'un qui va s'occuper de ses besoins émotionnels, physiques, de ne pas le battre, sexuels comme faux, ou est-ce que c'est quelqu'un qui devrait avoir peur que quelque chose de mauvais va arriver? S'il demeure dans ce système-là, il ne va pas avoir un contenant sain pour l'aider à gérer les affects primitifs intenses, comme une colère, une tristesse intense, profonde. Et si les affects ne sont pas bien intégrés, ils ne sont pas bien compris, et à ce moment-là, ils peuvent éclater parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ils ne savent pas comment les gérer. Et au niveau cognitif, il va avoir un problème à voir le monde avec clarté. Parce que si les rôles sont bouleversés, comment est-ce qu'il peut avoir une template pour regarder un monde sain à l'extérieur? Je pense aussi les problèmes cognitifs de l'adversité
Les problèmes sont là aussi pour ne pas voir l'adversité, pour ne pas voir qu'il n'était pas aimé et adoré d'une façon appropriée, mais qu'il était maltraité. Je pense que c'est à peu près tout. Et Brian, est-ce que c'est la fin, Brian? Ça dépend. Tu peux prendre quelques minutes, 2-3 minutes de plus parce qu'on a du temps pour les questions. OK. Mais c'est comme tu veux. Tu peux arrêter et répondre aux questions. Tu peux continuer un petit peu. Donc, je vais avouer sincèrement, à tous les jours maintenant, je pense à l'état limite et j'apprends quelque chose de différent, comme avec mes étudiants de médecine ce matin, où on a parlé des problèmes de cognition. Et mon problème avec une soumission que je vais faire la semaine prochaine de ces données, c'est est-ce que je vais simplement contenir la soumission à l'impulsivité, les problèmes de l'impulsivité et les problèmes, hypothèse numéro 1, que ce n'est pas un fardeau pour les autres désordres de détresse comme suicide, fonctionnement, dépression, désordre de conduite. Ou est-ce que je vais ajouter mes pensées par rapport aux cognitions et frontières qui sont pourries? Où est-ce que je demeure maintenant, c'est que je vois les patients état limite. Je vois les patients CPTSD. Donc, ça nous décrit quelque chose qui est vrai, qui est réel. Et vous les voyez aussi. Comme vous savez, l'acceptabilité de CPTSD, c'est le fait que on sait l'étiologie, on sait d'où ça vient, on sait que ça vient de l'adversité, on sait que c'est quelque chose soit appris ou non appris. Quand on dit état limite, c'est comme tout le monde tourne de bord et court dans notre direction. Mais ça, quand on appelle CPTSD ce syndrome, on approche la patiente pour nous faire parler de ses adversités et on veut l'aider avec son adversité et son expérience difficile. Et souvent, le contre-transfert de nos expériences de quelqu'un qui venait de l'adversité, c'est de les aider. Donc, de les appeler CPTSD, on veut les aider. Si on entend état limite, on a tendance de simplement, pas nécessairement les comprendre, mais au moins de les contenir d'une façon vite et de ne pas se sentir impuissante de les aider dans leur trajectoire. Donc, pour la patiente et pour le traiteur, je pense que ça fait beaucoup plus plus de sens de l'appeler CPTSD au lieu de l'état limite. Et je vais terminer là-bas, je pense. Oui, c'est un bon moment parce qu'on commence à avoir plusieurs questions. Est-ce que c'est possible de préciser ce qu'on entend par bas fonctionnement? Ah, merci. The Children's Global Assessment Scale, c'est du Kitty SADS. On demande à la personne, est-ce que vous avez des passe-temps? Est-ce que vous avez des buts dans la vie? Tes notes sont comment? Est-ce que tu as des amis ou non? Et avec ta famille, est-ce qu'il y a une cohésion, une congruence ou non? Donc, par ces critères de fonctionnement dans la vie, on peut le mettre dans une façon d'analyse multivariée et on peut avoir un chiffre. Le chiffre de 0, je suis nul, je suis mort. 100, je suis Dieu. Il y a des catégories par 10, 0 à 10, 11 à 20, etc. Si on a des pensées suicidaires, on ne peut pas dépasser 50. Si on a des pensées suicidaires, peut-être un acte, un geste suicidaire, le clinicien, il a peur qu'elle va se faire mal. 40, en bas de 40, on hospitalise.
Si on a besoin de psychologie, psychiatrie, en bas de 60. La possibilité de psychiatrie, psychologie, 60 à 70, et aucune psychiatrie, psychologie, 70 et plus. Alors, le moyen des enfants qui se présentent à l'urgence suicidaire, c'est 40. C'est juste entre hospitalisation et clinique externe. Quand ils vont, 6 mois plus tard, ça monte, ça dépasse 50. Donc, c'est une bonne idée qu'ils se présentent à l'urgence parce que quelque chose arrive à l'urgence et 6 mois plus tard que leur fonctionnement s'améliore. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense que c'est une bonne réponse, mais pourquoi alors il y a autant de pédopsychiatres qui posent ces diagnostics d'état limite avant l'âge de 18 ans? Bon, à l'âge de 18 ans, si vous avez état limite, une façon de le définir, c'est par l'utilisation des mécanismes de défense. Clivage, idéalisation, d'évaluation identificative, projective. Si vous avez ces mécanismes de défense à partir de votre 18e anniversaire, c'est fort probable que vous l'avez bien avant, parce que ça commence très jeune. Mais il y a plusieurs investigateurs qui ont montré que ça existe certainement à partir de 14 ans. Et mon étude, ça a montré en 2015, de toute façon, qu'il y avait des correlates au recrutement qui distinguent entre état limite, non état limite, des prédicteurs de la persistance de l'état limite plus tard et une stabilité. C'est là à 14 ans comme c'est là à 18 ans. C'est presque tout ce qu'on a besoin pour avoir le diagnostic, un construct qui est valide. Par contre, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça manque le fardeau. Ça manque le critère de Robbins and Goose qui est le fardeau. Donc, d'après moi, c'est le critère qui est le plus important, le plus significatif. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais je pense, Brian, que l'idée derrière ça, on a l'impression de ce que tu as présenté, qu'il y a trop de diagnostics d'état limite où ils se trompent de diagnostic. Yeah. C'est pas le bon diagnostic. Est-ce que j'ai raison? Et si j'ai raison, si c'est le cas, pourquoi l'état limite est populaire? Il y a autant de diagnostics d'état limite pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. Donc, c'est une question profonde, une bonne question, Brian. Ma réponse, c'est parce que le monde ne comprend pas qu'est-ce que c'est état limite. Et s'ils comprenaient davantage que l'impulsivité n'appartient pas à l'état limite, et s'ils étaient plus à l'aise avec un diagnostic de TDAH-I, je pense qu'ils auraient une perspective très différente de ces jeunes-là. Et s'ils comprenaient davantage l'impact de l'adversité et la prévalence de l'adversité dans les vies antérieures de ces jeunes-là, encore là, les diagnostics de l'état limite, ça descendrait rapidement. OK. Et est-ce que l'utilisation des mécanismes de défense immatures ne fait pas partie du développement normal durant l'adolescence? Et aussi, en même temps, est-ce que tu peux nommer ces mécanismes? Donc, les mécanismes sont idéalisation d'après Kernberg. Excusez. Enfin, c'est très intéressant. Donc, je vais les nommer, je vais vous donner une petite anecdote. Idéalisation, vous êtes toutes bonnes. D'évaluation, vous êtes toutes mauvaises. Clivage, vous êtes bon, vous êtes mauvaise. Et identification projective, j'ai quelque chose chez moi que je veux rejeter et j'essaie de le projeter chez vous pour que vous puissiez être le contenant de la mauvaise chose et je peux dire, ça ne m'appartient pas. Et oui, ça fait partie du développement primitif. On a
tous passé par ce développement et on espère avec le temps, nos professeurs, nos parents, nos amis, nos cousins, cousines, ils peuvent nous aider à échanger les primitifs mécanismes de défense pour les plus sophistiqués. Et ça crée une névrotique qui est saine. On veut tous être névrotiques. Et la petite anecdote, c'est que même si Kernberg nommait les 4 mécanismes de défense primitifs de l'État limite, Melanie Klein, on en a parlé auparavant, et Melanie Klein est souvent donné le crédit pour l'identification projective. Ça n'était pas Melanie Klein, c'était Clifford Scott, qui était une Torontonienne, qui, après son séjour et son analyse avec Melanie Klein en Angleterre, est venue ici à Montréal pour commencer l'analyse à Montréal en 1953. C'est une petite anecdote. OK. Merci. Je vais essayer de... OK. Je m'excuse. Il y a plusieurs questions ici. Donc, le BPD n'existerait pas, ce serait plutôt le CPTSD, si j'ai bien compris? Oui, mais les 4 critères, problème interpersonnel qui s'est évaporé, d'après moi, l'impulsivité s'est évaporée. Il demeure les 2, les problèmes cognitifs que j'ai essayé d'expliquer auparavant comme étant une façon d'exprimer pourquoi je souffre. Je ne veux pas avoir des cognitions claires parce que sinon, je vais m'apercevoir que je n'étais pas aimé comme faut. Et aussi, instabilité affective, d'après moi, ça fait partie très, très étroite avec irritabilité. Parce que si on est irritable, ça exacerbe tous les affects négatifs. Et ils sont comme dans une tournade affective à ce moment-là. OK. Autre question ou commentaire. Je comprends l'importance de faire un diagnostic différentiel, surtout en ce qui concerne l'irritabilité, mais les manifestations entre le TPL et un trouble d'apprentissage ou un TDAH non traité sont très apparents. De ce fait, est-ce que le traitement serait le même ou de moins semblable? Si je comprends bien, la personne veut savoir si on va soigner un trouble d'apprentissage de même manière, soit associé avec supposément un état limite ou non, et si l'autre, c'est irritabilité qui est soignée de même manière. Si je comprends bien, ce que je veux constater, c'est que trouble d'apprentissage, pour nous, c'est un indice que ça ouvre un chapitre sur les problèmes externalisants, TDAHI, oppositionnalité, sur les tics, sur les troubles d'apprentissage. Donc, c'est un contexte global. Une fois qu'ils parlent d'un trouble d'apprentissage, ça nous sonne quelque chose qu'ils ont aussi un problème, peut-être TDAH, oppositionnalité. Et on peut soigner le trouble d'apprentissage. On peut trouver la bonne façon pour la personne d'apprendre ou non. Irritabilité, on peut le soigner très bien comme faisant partie de TDAHI. Mais état limite, si on ne constate pas que c'est quelque chose pas mal biologique et génétique qui est transmis d'une génération à l'autre parmi les problèmes externalisants, ça se peut qu'on va manquer le coup. Et si on manque le coup, cette personne-là ne va pas avoir le traitement nécessaire qui est souvent pharmacologique. Okay. Merci. Ça suit un peu. Donc, dans l'intervention, nous devons nous concentrer sur la délimitation de limites claires pour sécuriser la personne, de même que d'aider à développer des mécanismes de défense plus matures
ou au moins de prendre conscience de ces mécanismes immatures pour les faire évoluer. Oui, la personne s'est présentée chez vous soit avec une impulsivité, irritabilité qui s'est éclatée. Moi, je vous constate, je vous encourage de le voir comme pas faisant partie de l'état limite et de le soigner comme impulsivité. Pour les mécanismes de défense, là, vous avez une bonne occasion de faire une psychothérapie sur les mécanismes de défense, la perception, leur façon de gérer les stress. C'est là une mélodie. Et ça, c'est une psychothérapie d'une personne immature. Et à la limite, oubliez ça. C'est une personne immature qui vivait dans l'adversité, qui n'avait pas une expérience saine d'un contenant qui pouvait mettre un bras autour de l'épaule en disant ce n'est pas tout le monde qui sont toutes bons ou qui sont toutes mauvaises, mais moi, j'ai une partie bonne et mauvaise. Vous avez une partie bonne et mauvaise. Tout le monde a des parties bonnes et mauvaises. De écraser les mécanismes de défense primitifs et de les échanger pour une maturité. Donc oui, définitivement, travailler sur les mécanismes de défense ou ce qu'ils font en DBT. OK. Tu as dit faire un DBT. Une question plus générale, comment est-ce que c'est ça la réponse? Comment aider une personne à développer ces mécanismes de défense? Je pense dans une DBT, oui. Je pense dans une DBT, il ne parle pas spécifiquement, clairement, d'un mécanisme de défense et c'est fantastique. Dans une DBT, il parle de l'empathie, de se mettre dans la peau de l'autre personne. Et dans un groupe DBT, ils se parlent entre eux. Moi, j'ai constaté tel et tel. Qu'est-ce que ça vous a donné comme expérience? Donc, on n'a pas besoin nécessairement de parler des mécanismes de défense comme tels, mais au moins de guider la personne dans des pensées et des affects et une empathie qui est différente qu'auparavant. OK. Donc, c'est la thérapie dialectique behaviorale que tu suggères pour développer des bons mécanismes de défense. Les mécanismes de défense sont secondaires au traitement. Ce qui est important pour la personne, c'est que dans une DBT, c'est qu'il se met dans la peau de l'autre et il se regarde quand il a une interaction avec l'autre personne. Et spontanément, les mécanismes de défense vont améliorer. Donc, on n'agit pas directement sur ces mécanismes de défense. On agit, on améliore les habiletés de la personne de percevoir comment il agit et automatiquement, les mécanismes de défense vont s'améliorer. Est-ce que j'ai bien compris? Je suis d'accord. C'est une bonne résumé. OK. On doit terminer maintenant. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter, Brian? On va en parler encore dans 1 an et 2 ans et on va avoir d'autres idées à ce moment-là, mais je pense pas qu'ils vont divulguer énormément de ce que je vous présente aujourd'hui. Merci beaucoup, Brian. Nous avons hâte de voir des suites et on va mettre en ligne la présentation par vidéo qui serait accessible par un lien affiché au site web de l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Association canadienne pour la prévention du suicide et de crise à UQAM, CRISE. .ca. Ça va prendre une semaine ou deux. Et on a eu des demandes de traduire votre PowerPoint si vous êtes prêt à le partager. Est-ce que c'est quelque chose que vous accepterez?
Bon, donc on va faire nos possibles de faire une traduction, bonne traduction en français de PowerPoint et mettre ça sur le site web aussi. Avec Merci. OK. Merci beaucoup et on poursuit avec une autre journée d'activité demain. N'oubliez pas de mettre dans vos agendas le congrès national qui est parrainé par l'AQPS, l'Association canadienne et de crise, qui se tiendra à Montréal dans un an à partir du 26-27 octobre 2021. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Brian et l'équipe. Bye bye.